Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. Salam alaikum wa marhaba bikoum fi barnamaj Femmes au pluriel على قناة مغرب TV. ضيفة اليوم Madame Samira Ben Allal. Samira Ben Allal est mon invitée, l'invitée de Femmes au pluriel. Bonjour. Bonjour Fouzia, merci de m'avoir invitée. Voilà. Alors Samira Ben Allal, vous êtes donc assistante sociale, vous travaillez sur le terrain social depuis plusieurs années, mais avant de nous parler de ce travail social, pouvez-vous nous parler de vous? Donc, moi, je m'appelle donc Samira Ben Allal. Je suis issue de l'immigration marocaine en Belgique, la troisième génération, puisque ce sont mes grands-parents maternels qui ont immigré en Belgique dans les années 60. Je suis issue d'une fratrie de 11 enfants. Je suis l'aînée des filles, donc on est 6 filles, 5 garçons. Et donc voilà, mes parents se sont mariés dans les années 60, fin des années 60. Ils ont toujours travaillé tous les deux jusqu'à ce que leur santé en ait pris un coup. Et donc du coup, ils n'avaient pas trop le choix, ils ont dû arrêter. J'avoue que je n'ai jamais manqué de rien. On était nombreux, mais on avait vraiment tout. On avait une grande maison, on avait chacun notre chambre. On a eu des activités extrascolaires. Sincèrement, on a eu une enfance sans vraiment aucun manque matériel et aucun manque d'affection. Voilà, donc toute ma famille est en Belgique, puisque ma famille se résume à mes grands-parents maternels, mes oncles, mes tantes maternelles, mes parents, mes frères et sœurs, et maintenant mes neveux et nièces, bien évidemment, mes cousins, mes petits cousins et cousines. Enfin voilà, la famille est très grande. Et nos enfants, bien évidemment. Et puis il y a le côté paternel qui n'est pas énorme, parce qu'il y a beaucoup de Ben Allal à Bruxelles, en Belgique, mais ce ne sont pas des membres de ma famille. Puisque mon papa, il est issu d'une fratrie de 4 enfants. Et il est le seul en Belgique. Il avait un frère en France qui est décédé, l'Arhmo. Et il a une sœur et un frère qui sont toujours au Maroc, à Meknès. Donc on est originaire du Rif, de Nador. Et on est des Rifs de Tanger, on va dire. Donc, comme voilà. beaucoup de Comme personnes. beaucoup de Rifins, on est de Tanger. Et voilà, et donc du coup, il y a toujours cette attache au pays d'origine, hein, bien évidemment. On essaye d'y retourner le plus souvent possible. On essaye justement aussi de faire en sorte que nos enfants aient ce sentiment d'appartenance nationaliste envers le Maroc. Donc on sait que voilà, on a 2 cultures, on est belgo-marocain, mais on est fiers enfin moi personnellement, je suis fière de mes 2 patries, de mes racines pour moi c'est une diversité culturelle, c'est une richesse en plus. Et donc c'est ce que j'ai transmis à mes enfants qui sont fiers de porter haut et fort les 2 drapeaux nationaux. On en parlera justement parce que c'est un sujet d'actualité face au football. On pourrait se dire, tiens, pourquoi est-ce que la 3e, la 4e, même la 5e génération, elle est rattachée plus à le pays d'origine et des parents, des grands-parents, et d'autres pour le pays, donc la patrie dans laquelle ils sont nés et grandis. On en parlera tout à l'heure quand on abordera ce sujet. Alors, vous avez fait votre parcours scolaire tout à fait normalement. Donc du coup, j'ai étudié, en fait non, vraiment pas normalement, parce que j'ai aussi un parcours assez atypique, je dirais, vu que j'ai fait mes études primaires à Saint-Gilles, à l'école 4, place Bethléem. Et donc j'ai étudié en secondaire, j'avais fait plusieurs écoles, l'Athénée Royal Berkendal, qui n'existe plus, qui est une prison maintenant. Ah oui. Et j'ai étudié à l'Athénée Émile André, qui se trouve dans les Marolles. Mais comme je me suis mariée assez tôt, à l'âge de 16 ans, donc j'ai arrêté mes études. Et après ça, j'ai multiplié différentes formations au niveau de la mission locale, au niveau en promotion sociale. Et pour au final je me suis rendu compte que on était dans un monde où il fallait absolument un diplôme
qui pouvaient attester de ses compétences. Parce que je faisais du travail social, donc j'ai toujours bercé dans le travail social. J'ai fait beaucoup de bénévolat à mes débuts, il y a plus de 20 ans, dans les Marolles, dans un projet de cohésion sociale logement. Et c'est là que je faisais le même travail qu'une assistante sociale, mais qui était payée beaucoup de manière plus conséquente que moi, alors qu'on faisait le même travail. Et c'est là que j'ai eu mon déclic et que je me suis dit, ah non, là, il va falloir que je puisse y remédier. Et j'ai pris des cours en promotion sociale pour une remise à niveau. J'ai passé mon jury central et donc du coup, je me suis inscrite pour des cours supérieurs à la haute école pour décrocher un bachelier assistante sociale. Donc vous êtes assistante sociale. Je suis assistante sociale et là je termine un master en sciences du travail à l'ULB. Un beau parcours. Merci. Oh, et maman de... Et je suis maman de 4 enfants, Barakallah. 2 filles, 2 garçons, dont je suis extrêmement fière. Voilà. Donc, est-ce que, enfin, ça n'a certainement pas été facile. Racontez-nous un petit peu les obstacles que vous avez rencontrés. Les obstacles que j'ai rencontrés par rapport à vos études, à votre parcours. Alors, il a fallu effectivement, reprendre... c'était pas évident parce que quand j'ai repris mes études, je travaillais en journée et j'étudiais en soirée. Et donc, effectivement, mes enfants étaient encore très très jeunes, mais j'ai eu la chance de pouvoir compter sur mon mari, qui m'a énormément soutenue et qui m'a beaucoup aidée dans ces démarches-là. Et comme j'avais cours tous les jours de la semaine de 17h30 à 21h30, plus les samedis toute la journée de 8h30 à 15h30, c'est lui qui prenait le relais. Et donc du coup, je le remercie infiniment parce que sans lui, je ne pense pas que j'aurais pu y arriver. C'était juste pas possible. Madame Samira, pourquoi le social justement, Le social s'est amené à moi tout naturellement. J'ai toujours été très sensible aux questions d'inégalité, d'injustice depuis mon plus jeune âge. Déjà à l'école, j'avais 12-13 ans et j'intervenais quand je voyais des injustices, des profs qui avaient des préjugés par rapport à des mamans issues de l'immigration qui amenaient leurs enfants en retard à l'école. Et qui avaient c'était des grandes familles, avaient 5-6 enfants et tous en retard. Enfin, les parents étaient un peu dépassés. Et que moi, je n'oublierai jamais cette scène qu'un prof a commencé à tutoyer une maman en lui parlant petit nègre parce qu'elle ne parlait pas correctement le français et en lui disant qu'il allait téléphoner à la caisse d'allocation familiale pour faire retirer les allocations si son fils n'était pas plus régulier et ponctuel. Je me suis levée en lui demandant de ne pas la maltraiter parce que pour moi, c'était une maltraitance physique par rapport à cette dame. Et donc là, j'ai eu une note dans mon agenda et mes parents ont été convoqués parce que j'étais arrogante, selon le professeur. À l'époque, je ne savais pas c'était quoi de l'arrogance, j'avais une dizaine d'années. Donc j'ai pris un dictionnaire et j'ai commencé à chercher ce que voulait dire arrogance. Et j'ai dû expliquer à mes parents, qui ne parlaient pas super bien le français, et moi-même qui avais étudié ne connaissais pas ce mot. Donc j'ai expliqué à mon père que c'était, je l'aurais soi-disant pris... de haut. Oui. Et mon répondu. Père, oui, et mon père m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué. Il m'a dit c'est normal. Enfin, après, on ne parle pas comme ça aux parents devant les enfants. Enfin, c'est une certaine manière une manière de dénigrer une maman. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose auquel je ne peux pas adhérer, je ne peux pas cautionner. Et au début, je voulais être avocate, j'avoue. Mais du coup, ça m'a... C'est ce que vous faites maintenant, même sur le terrain social, hein, vous défendez... Oui, clairement. Et donc, du coup, je me suis orientée vers un bachelier qui était 3 ans. Avocat, c'était beaucoup plus long. Et donc, du coup, j'avais quand même la trentaine bien avancée quand j'ai repris mes études. Et je m'étais dit, on va commencer par assistante sociale et on verra après où ça nous mènera. Et effectivement, c'était vraiment pas évident parce qu'il fallait se remettre aux études, il fallait s'organiser, il fallait... Mais, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Vous avez pu le faire, en tout cas. Alors, vous êtes lancé dans le monde du travail. Sur le terrain social, alors, mon premier poste en tant qu'assistante sociale, j'ai commencé au département emploi du CPS de Bruxelles-Ville, où j'ai quand même travaillé pendant plus de 2 ans. C'est un service de 2e ligne, où on était plus dans l'accompagnement socio-professionnel des usagers du CPS. Ensuite, il y avait un projet de mettre en place une cellule 18-24 ans pour vraiment accompagner au mieux les jeunes qui sont déjà aidés par le CPS.
En parallèle à tout ça, j'ai créé mon ASBL. Et donc là, c'était en 2005. En avril 2005, on est parti d'un constat que les jeunes en milieu populaire étaient extrêmement discriminés. C'est une réalité, malheureusement. Et on s'était rendu compte que certains parents, certains frères et sœurs, certains oncles n'avaient pas tous les outils, d'une part, pour comprendre la scolarité de leurs enfants, de leurs frères et sœurs, parce qu'il y a des parents qui s'appuient sur les frères et sœurs, sur les oncles, enfin voilà. Chaque famille n'est pas identique, donc chacun a son fonctionnement. Et on a voulu, avec d'autres amis, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit comment on va pouvoir aider ces jeunes. Le constat était que les jeunes en primaire étaient super bien encadrés. Après, il y avait le PMS qui faisait des orientations abusives. Et donc, certains jeunes étaient très mal orientés, se retrouvent en secondaire dans une orientation, une option qu'ils n'ont pas choisie. Et ils s'ennuient. Et ils se retrouvent en décrochage scolaire. Et donc, comment faire ? Cette orientation était basée sur l'origine ethnique et l'origine sociale des parents. C'est vous qui dites ou... C'est une réalité, il y a eu des études. Il y a eu des études au niveau des centres PMS, et le centre PMS en a pris acte, et ils ont fait des efforts. Il y a eu tout un travail qui a été élaboré fin des années 90 avec les centres PMS pour justement travailler cela et arrêter d'orienter systématiquement des jeunes vers le secteur professionnel parce que les parents ne savent ni lire ni écrire. Ou études spéciales. Ou l'enseignement spécial. En fait, ça, il y a eu pas mal de vies qui ont été brisées à cause de ça. Et à Déclic, ce qu'on voulait, en fait, on voulait modestement essayer d'y remédier. Donc l'idée, c'était pas de venir et de dire on va tout changer. Non, on était très humbles et on est venu vraiment en se disant ben voilà, on va mettre en place un projet de cohésion sociale. On va tabler sur 3 axes. L'axe 1, c'est l'aide aux devoirs, le soutien scolaire pour les jeunes qui sont scolarisés. Pour ceux qui ont décroché, essayer de voir comment les aider à remettre le pied à l'étrier. On a un catalogue de formations qualifiantes assez étoffé, et donc du coup voir avec eux. L'axe 2, c'est un soutien à la parentalité, permettre aux parents de mieux comprendre la scolarité de leurs enfants, les différents décrets en matière de scolarité. Et là, on travaille beaucoup avec des mamans. On a lancé un appel pour les papas, mais souvent on s'est rendu compte que c'est les mamans qui sont derrière leurs enfants. Et l'axe 3, qui est un axe beaucoup moins palpable, c'est une aide aux détenus pendant et après l'incarcération. Et ça, c'est vraiment un travail plus individuel, plus personnel en fonction de la situation du jeune. Sur l'individu. Oui, voilà. Pour vous donner un exemple, si on a un jeune bruxellois qui est incarcéré à Saint-Hubert, dont la famille est à Bruxelles, on peut interpeller le service des cas individuels pour essayer de demander à ce qu'il puisse être intégré à une prison plus près du domicile pour essayer de maintenir les liens avec la famille, qui est quand même primordial pour la réinsertion du jeune détenu. Et ça, sincèrement, on a dû interpeller quelques fois et on a eu gain de cause. Alors pourquoi Déclic ? Alors Déclic, c'est un jeu de mots. Donc Déclic, donc D pour casser les clics. Et avoir le déclic. Nous, on a eu notre déclic en fin des années 90, début 2000. Et on voulait que les jeunes qui viennent chez nous aient leur déclic aussi. Et prennent conscience que leur avenir leur appartient. Et donc, personne ne va rien leur amener sur un plateau d'argent. On est d'accord qu'il y a différents facteurs qui font qu'ils arrivent à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Lesquels, Madame Benallel, justement, je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'un jeune, tout d'un coup, décroche et est ennuyé par les études. D'accord. Alors, je ne veux pas parler de manière générale, parce que comme je disais tout à l'heure, chaque jeune est un cas à part. Mais souvent, ce qui revient, c'est la non-considération des professeurs. Donc, il y a des écoles où le professeur rabaisse constamment le jeune en lui disant « tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, décroche tout de suite ». Donc, il y a aussi la discrimination. Un jeune qui va essayer de trouver un job étudiant ne va pas forcément avoir le même accueil qu'un Jean-Jacques ou Michel. Donc il y a différents facteurs qui font que le jeune se sent exclu
marginalisé de la société et fait que voilà, chaque jeune réagit à sa manière. Certains ont du punch, ont du caractère et vont se battre 2 fois plus en se disant bah, ce que j'aurais acquis, je ne le devrai à personne. Donc il va retrousser ses manches et aller chercher ce dont il a droit. Et puis il y a d'autres jeunes qui ont moins ce côté entrepreneur, moins ce côté rebelle, je dirais. Et donc, du coup, ils vont plus dans la passivité et donc ils vont plus être dans la plainte et se victimiser, être le petit Calimero. Alors, Déclic, l'objectif, c'était l'aide aux devoirs, mais les finalités, c'était... Les finalités, c'est faire en sorte que les jeunes issus de l'immigration réussissent et un avenir. Et ne soient plus des futurs chômeurs, des futurs usagers du CPS. Enfin, il faut vraiment réveiller notre jeunesse. On parle ici de jeunes issus de la 4e, 5e, 6e génération. Donc des jeunes qui sont chez eux ici en Belgique et qui ne trouvent pas leur place. Parce qu'on ne leur fait pas de place. Et qu'il suffit qu'il y ait un petit accroc qu'on les stigmatise directement. Et donc, si vous voulez, ces jeunes-là n'ont pas droit à l'erreur. Et c'est ça qui est condamnable. À partir du moment où on est jeune, il faut que jeunesse se fasse. Et effectivement, certains jeunes font plus de conneries que d'autres. Et il faut être derrière eux, il faut les accompagner. Je suis entièrement d'accord. Mais du coup, on doit aussi accepter qu'un jeune puisse faire quelques erreurs et pouvoir l'accompagner pour justement suivre le bon chemin. Et pas directement... si un jeune... le stigmatiser, le mettre déjà dans des catégories. Ça va au-delà de la stigmatisation, parce que quand ils arrivent devant un juge d'instruction pour un délit mineur, finalement, on va directement le condamner à une peine exemplaire pour en faire un exemple dans son quartier, pour les autres jeunes, pour dissuader les autres jeunes. Le problème, c'est que ça a un effet inverse. Et les autres jeunes sont en colère. Et ce jeune qui a été, pour un vol à l'étalage, il va prendre 5 ans, 6 ans, alors que si vous avez... moi, personnellement, j'ai fait le tour, c'était dans les années 2000, au début des années 2000, je me suis amusée pendant 1 mois à faire le tour des audiences publiques au Palais de justice de Bruxelles et j'avais pris des notes pour voir par rapport à la discrimination, est-ce que c'était quelque chose de véridique ou c'était juste un ressenti subjectif de ma part. Et je me suis aperçue, en comparant les délits, donc une personne qui avait braqué, qui s'appelait Mohamed Moustapha ou qui était noire de peau aussi, sont très fort discriminés. Une personne issue une personne d'origine étrangère, mais pas parce que en fait ce qu'il y a, c'est que encore les personnes occidentaux, les blancs, on va dire, j'aime pas utiliser ce terme, par exemple, les Européens par exemple, qui vivent en Belgique et qui font aussi un délit. Oui, absolument. Eux les peines sont beaucoup moins sévères. Et ça, malheureusement, c'est vraiment une réalité. Et après, je me suis appuyée sur une étude qui avait été réalisée à l'époque par une chercheuse de l'ULB, Mme Vaness, qui avait démontré qu'effectivement, le poids de la justice était plus lourd pour un jeune issu de l'immigration que pour un Belge de souche. Et ça, à peine à délit identique. Donc ça, c'est vraiment une réalité. C'est un constat que moi, personnellement, j'ai fait. Et je me suis appuyée sur une étude scientifique pour le démontrer. Et c'est à partir de là qu'on a créé l'ASBL Déclic, en se disant, là, il faut arrêter, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes. Aider ces jeunes à s'en sortir, à décrocher un diplôme, un CESS. Notre objectif, en fait, c'est vraiment travailler avec les jeunes pour qu'ils aient au minimum le CESS. Sachant que quand on a ouvert notre ASBL, on avait 1 jeune sur 10 qui obtenait le CESS. Aujourd'hui, on est très content parce qu'on est à 8 jeunes sur 10 à obtenir le CESS. Et ça, c'est vraiment une belle victoire. Le diplôme de fin d'études secondaires. Le secondaire. certificat d'enseignement secondaire supérieur, effectivement. Et alors, justement, peut-être un bilan après combien d'années? Donc, on est à 21 17 ans, 17 ans. 18 ans. Donc, c'était en 2005 et on est en 2022, donc ça fait 18 ans. 18 ans. Alors, peut-être un bilan, justement, sur le public, les réussites, mais aussi peut-être les échecs. Alors, les
les réussites, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours fonctionné en mettant en place des projets par les jeunes, pour les jeunes. Donc on n'est pas une maison de jeunes, on est vraiment une association sans but lucratif et on mobilise les jeunes pour aboutir à un projet. On les responsabilise, on travaille sur la citoyenneté active, ça c'est super important. On ne veut pas que les jeunes soient dans la consommation. Et donc, on veut vraiment qu'ils se mettent autour de la table et nous dire, ben voilà, on aimerait bien développer ce projet, comment on fait ? On les aide, on les accompagne, on va chercher les subsides, on met en place des événements pour autofinancer le projet quand on ne peut pas avoir de subsides. Enfin, on met en place plein de choses. Et on a instauré le système de tutorat. Donc, les grands accompagnent les plus jeunes. Et comme ça fait quand même quelques années déjà, donc on a eu pas mal de passages, de mouvements. Et de projets. Et de projets énormément. On a un projet de solidarité Nord-Sud quasi chaque année. Malheureusement, depuis le Covid, c'est en stand-by. On va essayer de reprendre cette année-ci, grâce au soutien de la Fondation Hassan II, bien évidemment, sinon on n'y arriverait pas. Ça nous permet justement de ramener des jeunes issus de l'immigration marocaine au Maroc. Et ce qui est quand même assez effarant, c'est que certains jeunes n'ont jamais été au Maroc. Jamais. Pourquoi ? Parce que soit ils n'ont plus de famille là-bas, soit le voyage au Maroc coûte trop cher. Manque de moyens. Clairement. Aujourd'hui, on peut aller en Espagne pour une semaine pour pas grand-chose. On peut aller en Turquie pour pas grand-chose. Pour aller au Maroc, c'est très cher. Et donc, nous, on voulait faire découvrir le pays d'origine, parce qu'on sait, tout à l'heure, on parlait des jeunes qui sont très pro au Maroc, et on voit ça quand il y a des matchs de foot, etc. Et eh bien, ce sont des jeunes qui sont un peu perdus. Perdus entre deux cultures, entre deux identités. Et non reconnus dans les deux pays. Et justement, j'allais y venir parce qu'en fait, ils sont vraiment assis entre deux chaises. Et en Belgique, on les stigmatise en disant, finalement, ils sont pas belges. Oui, retourne chez toi, tu n'arrives pas à t'intégrer. Le mot intégration veut dire s'assimiler à un groupe. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, à quel groupe je dois m'assimiler ? Moi, qu'on m'explique. Moi, je veux bien, mais à quel groupe ? Le gars, il est né en Belgique, il n'a connu que la culture occidentale belge. Enfin, est-ce qu'ils le vivent vraiment mal ? Ils le vivent très mal et c'est ce qui crée justement ces dommages collatéraux. Donc les problèmes avec la justice, les problèmes avec la police, les problèmes avec l'autorité communale, ça se passe super mal parce qu'ils se sentent tout le temps agressés. Et à juste titre, parce qu'en fait, on n'arrête pas de les charger au maximum parce que quand quelque chose ne va pas, c'est à cause d'eux. Et donc, ils se disent, mais enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pour finalement trouver notre place et qu'on arrête de nous charger et de... Enfin, voilà, on est des jeunes, on est chez nous. Oui, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'aide, mais qu'on nous donne cette aide. Parce qu'ils ne demandent pas la lune. Ils demandent juste à pouvoir vivre leur adolescence. Et c'est vrai, malheureusement, certains jeunes ont du mal à s'exprimer et donc passe à des comportements que je ne cautionne vraiment pas. Et à Déclic, c'est ce qu'on fait, on travaille avec ces jeunes-là pour justement, quand il y a un malaise, quand il y a un mal-être, on en discute. On essaie de trouver ensemble des solutions. Et quand quelque chose ne va pas dans son quartier, on interpelle les autorités locaux en demandant de modifier, d'améliorer, d'adapter. Mais on essaie vraiment de travailler de manière constructive. Et on n'envoie pas les jeunes au casse-pipe. En tout cas, vous permettez un espace de parole et la rencontre entre les jeunes et puis les instances qui les stigmatisent d'un premier abord. À la base, quand on avait créé Déclic, il y avait une volonté de ramener nos politiques sur notre réalité quotidienne du terrain. C'était vraiment ça la volonté. Et effectivement, on avait mis en place, chaque année, on avait une conférence débat publique où on invitait vraiment le ministre ou la ministre compétente par rapport à la problématique qu'on avait décidé d'analyser. On faisait des petits déjeuners avec les mamans quasi toutes les 2 semaines pour essayer de travailler sur une thématique en particulier. Et on avait mis en place des cafés citoyens avec les jeunes une fois par mois, tous les vendredis soirs. Et le sujet était un sujet de société, un fait de société. Et on invitait tout le temps un expert en la matière pour nous renseigner là-dessus. On partait du principe qu'on était d'accord que les jeunes ne soient pas d'accord avec nous, mais ils devaient argumenter. Et donc la controverse, elle était possible chez nous dans l'espace qu'on avait mis en place,
à condition d'argumenter de manière intelligente et constructive. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a lancé nos projets à l'ASBL Déclic en 2005, et c'est comme ça qu'on continue à travailler aujourd'hui. Depuis cette année-ci, on a vraiment repris toutes nos activités comme avant le Covid, et effectivement, les cafés citoyens avec les jeunes, il y avait une demande des jeunes de remettre en place cet espace d'échange, de discussion, de dialogue. Et donc, c'est chose faite, enfin. Alors, vous dites que vous interpellez les jeunes en leur demandant quel projet vous avez envie de mettre sur place. Quel genre de projets ont été mis en place par les jeunes et pour les jeunes? Alors, ce qui est quand même assez ironique, c'est que les jeunes ont besoin d'aider les autres. Donc, à partir du moment où on se met autour de la table et qu'on dit aux jeunes, voilà, on lui donne de l'importance, il y a une considération, et on lui dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Ben, assez naturellement, ils s'orientent vers leur pays d'origine, le Maroc, en disant, comment est-ce qu'on peut aider, nous, les Marocains du Maroc? Nous, ici en Belgique, qui sommes des jeunes, qui sommes nés en Belgique, comment est-ce qu'on peut aider notre pays d'origine à se développer, enfin voilà. Et l'ironie, c'est que les jeunes ici ont déjà des soucis, des problèmes. Et ils ne sont pas riches, ils sont pas... c'est des jeunes qui eux-mêmes ont besoin d'aide finalement. Et pourtant, ils regardent comment ils peuvent aider, comment peuvent-ils aider les autres. Et ça, ils se rendent compte aussi qu'il y a d'autres jeunes qui vivent des situations encore plus précaires. Absolument. Et ça, mais il faut avoir le courage de le reconnaître. Et aussi, je pense que c'est une grande qualité, c'est avoir la main sur le cœur. Vraiment, ces jeunes, et c'est pour ça que je dis, les jeunes en milieu populaire sont une bonne graine, entre guillemets. C'est des jeunes qui ont un très bon fond. Ils sont très gentils, ils sont adorables. Et même ceux qui sont en colère, rebellés, je pense que c'est une carapace qui se sont forgés tout au long de leur parcours. Et c'est légitime. Et je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir et de discuter avec ces jeunes pour comprendre pourquoi il s'est forgé cette carapace et essayer de justement la retirer et essayer de travailler avec lui. Parce qu'on ne naît pas mauvais, on le devient. On ne naît pas avec de mauvaises intentions, on ne naît pas violent, on le devient. Et c'est ça qu'il faut essayer de canaliser et faire en sorte que les jeunes comprennent qu'ils ont leur place dans la société belge. Ils sont belges à part entière, ils ont leur place. Et que oui, malheureusement, la réalité fait qu'ils vont devoir se battre 2 fois plus, mais ça en vaut la peine. Parce qu'après, ils pourront devenir ces hommes et femmes politiques qui auront le pouvoir décisionnel et pourront justement changer les choses et améliorer ce qui ne va pas dans nos quartiers aujourd'hui. Et donc voilà, c'est vraiment le message que nous, on transmet à l'ASBL Déclic à nos jeunes, c'est qu'avec la violence, on n'arrive à rien. Si vous voulez changer les choses, il faut le faire de manière intelligente. Et ça, il faut vraiment se poser et réfléchir à une stratégie intelligente qui va mener à des résultats constructifs. Alors, parlez-nous des projets mis en place. Moi, je sais que vous vous êtes attelé à une problématique qui existe au Maroc, c'est les enfants de la Lune. Oui, absolument. C'était il y a longtemps, mais je pense que vous avez... Mais en fait, les enfants de la Lune, effectivement, il y a plusieurs années... Entre autres, oui, effectivement. En fait, et ça encore, c'est un projet qui émane des jeunes. Et subhanallah, il y a une coïncidence. Donc nous, on a fait un projet avec les enfants de la Lune au Sahara marocain, où on a rencontré des enfants de la Lune, où le footballeur Bark Boussoufa avait été le parrain de ce projet. On a été au Sahara marocain, du côté de l'Erioun, et on a rencontré des enfants de la Lune. Il y avait une dizaine. Et on les rencontrait la nuit, bien évidemment, puisque la journée, les enfants de la Lune ne peuvent pas sortir de peur d'être brûlés par le soleil. Voilà, donc les enfants de la Lune, on les appelle comme ça parce qu'ils sont, une fois touchés par oui, il y a un terme, le soleil, oui, ils sont par la lumière du jour. La lumière, les rayons UV du soleil, ils brûlent leur peau et donc du coup, c'est extrêmement dangereux. En général, les médecins disent que les enfants de la Lune ont une espérance de vie de 25 ans.
Mais bon, voilà. Nous, à Déclic, on a eu le plaisir et l'honneur de rencontrer un jeune garçon très courageux, Ilyas Boudlal. Son papa était venu nous voir quand Ilyas avait 8 ans pour nous demander, parce qu'il avait entendu dire qu'on avait travaillé avec les enfants de la Lune, on était partis au Sahara, on avait pris des colis pour leur offrir des crèmes, des masques, enfin on avait pris pas mal de choses pour offrir, pour les aider à améliorer leur quotidien. C'était assez modeste de notre part, c'était pas énorme. Encore une fois, c'est un projet qui a pu aboutir grâce à la collaboration et au grand soutien de la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger. Et donc, à notre tour, on a eu le plaisir de rencontrer Mustapha Boudlal, le papa de Ilyas, qui nous a demandé est-ce que, d'une manière ou d'une autre, on pouvait lui venir en aide. Donc on a essayé de voir avec lui quelle était réellement sa demande. Et donc du coup on l'a accompagné, on l'a orienté et on a aussi réalisé quelques activités pour récolter des fonds parce que Mustapha avait créé une association pour les enfants, l'Espoir pour les enfants de la Lune. Et c'est un beau projet. Et c'était super émouvant de voir grandir Ilyas. Aujourd'hui Ilyas a 15 ans. Et c'est un jeune homme super intelligent, super affectueux. Il est hello, il est vraiment adorable. Moi, je craque pour Ilyas, il est vraiment adorable. Et donc, c'est vrai qu'on lui souhaite vraiment... on ne peut pas dire qu'il va guérir parce que voilà, c'est une maladie, une dépigmentation de la peau. Et donc, il ne peut pas guérir. On peut stabiliser la maladie et on lui souhaite vraiment une longue vie. Et on lui souhaite beaucoup de succès parce c'est un garçon très courageux, vraiment. Il force le respect, vraiment. Ça, c'est un des projets, effectivement, qu'on a mis en place au sein de l'SBL. D'autres projets comme ça dont vous êtes fiers, et dont les jeunes sont aussi très, très fiers? Alors, d'autres projets dont les jeunes sont fiers, c'est les projets d'aide humanitaire. On a emmené une ambulance au Maroc. Donc, c'est une ambulance qu'on a achetée avec les dons qu'on a récoltés lors d'événements. Et donc, on a emmené une ambulance dans la région de l'Oriental, à Madar. C'est une ville pas loin de Berkane, entre Berkane et Oujda. On a aussi emmené du matériel médical, notamment des machines de dialyse dans un hôpital à Midar, au Rif. On a aussi emmené donc des machines de dialyse, mais aussi des lits d'hôpitaux et des tablettes qu'on avait reçues et qu'on a donné fils à Billah. On a aussi reçu une belle voiture, une Caravelle Volkswagen, qu'on a offert à une association pour ramener des enfants, des petites filles qui vivent dans des villages reculés dans le Rif, pour les amener dans les écoles. Donc permettre l'accès à l'éducation des petites filles. Donc là aussi, on l'a donné une très belle voiture qui, en fait, les personnes qui l'ont donnée, fils à Billah, l'utilisaient quasi jamais. Elle avait vraiment au compteur pas beaucoup de kilomètres. Donc c'était vraiment une voiture qui... Donc ça, c'est des projets dont nous sommes très fiers. On a pu aider, on a pris du matériel informatique à une école à Berkane. Et on a pris du matériel scolaire pour les enfants de l'Aïon aussi. Donc on a vraiment fait plusieurs villes du Maroc et à chaque fois, c'est les jeunes qui se sont mobilisés pour récolter les fonds nécessaires pour offrir tout ça. Voilà. Et donc ça, j'en suis très très fière parce que ça montre aussi leur côté très très généreux. Donc à partir du moment où on leur donne de l'importance, on leur donne l'espace pour mettre en place, ils sont les premiers à penser aux autres. Et ils ne sont pas égoïstes, ils ne sont pas égocentriques, ils ne pensent pas qu'à eux. Et ça, c'est super. De l'aide sociale ou humanitaire ici en Belgique? Alors ici en Belgique, donc à Déclic, ce qu'on fait aussi, on a toujours voulu aussi décloisonner nos quartiers. Donc du coup, ne pas rester entre nous. Donc alors on a mis en place des collaborations, notamment avec une association de personnes handicapées à Woluwe, où on avait mis en place des cours de théâtre avec ces jeunes handicapés et nos jeunes. Et donc, ça avait abouti sur un chouette projet également. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte de sortir nos jeunes de notre quartier populaire, donc le Bas de Saint-Gilles, en région bruxelloise. Et on les sort, on va avec eux au théâtre de Poche, à Uccle. On va avec eux voir des représentations, on va avec eux voir des concerts au théâtre de la Monnaie. On essaie vraiment de donner l'accès à la pratique sportive et culturelle. Et d'ailleurs, on est une des premières associations à avoir créé une équipe de futsal féminine. Et on a énormément de coupes, parce que les filles ont gagné énormément de matchs. Et elles étaient championnes à la Coupe Dames du Brabant.
Donc vos jeunes, ce sont des filles et des garçons Alors, on a vraiment une mixité. Le mot d'ordre à Déclic, c'est tous différents, tous égaux. Donc, on ne juge pas. Et donc, une fille à foulard est la bienvenue. Un jeune homme ou une fille avec une kippa est la bienvenue. Une croix de Jésus, elle est bienvenue. Une mini-jupe avec un décolleté, il n'y a pas de souci. Et une personne qui est couverte de haut en bas, elle est la bienvenue. On ne juge pas. Et on part du principe qu'on est tous différents, mais nous tous égaux. Vraiment, ça c'est super important, la tolérance. On est très tolérant par rapport à tout ça, on n'exclut personne. Et on s'est rendu compte que parfois, certaines jeunes filles qui étaient entièrement voilées de la tête aux pieds, étaient en quête d'identité. Parce qu'elles avaient été tellement exclues par la société belge actuelle que finalement, elles se réfugient dans la religion. Et elles étaient dans l'extrême. Et enfin, je parle en tout cas pour celles qu'on a pu rencontrer chez nous à Déclic, parce que je ne parle pas pour la majorité, mais pour certaines jeunes filles qu'on a pu rencontrer. Et du coup, après coup, au bout par exemple de 5 ans de travail avec ces jeunes filles, elles ont retiré l'habit intégral, mais elles ont gardé le foulard, elles ont gardé leur foi spirituelle, et elles ce sont des filles, des jeunes filles d'origine marocaine, de confession musulmane et pratiquantes, mais elles ont compris que finalement l'habit ne faisait pas le moine. Et donc du coup, voilà. Donc là, il y a eu... on était assez étonnés au début, parce que notre objectif, ce n'est pas de changer les gens, mais peut-être d'apporter un plus, de les enrichir, enrichir leur capital au niveau culturel, social, mais on n'a pas à vocation de changer une personne. Alors d'autres projets que Déclic mène, des conférences, des Alors sujets, Déclic, dans le cadre... Comment vous choisissez justement dans les sujets de débat? Les sujets sont choisis par le public chez nous. Donc notamment... ce qu'il y a aujourd'hui aussi, on travaille beaucoup sur la thématique des droits des femmes. Donc le 25 novembre, c'était la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc nous, entre ces deux dates, on s'est dit, on va organiser un débat, une conférence débat sur justement la situation des droits des femmes en Europe, mais aussi à travers la diversité. Donc finalement, on va essayer de faire le lien avec la Moudawana au Maroc, puisque en juillet 2021, en juillet 2022, donc cette année-ci, le roi avait fait un discours justement, où justement il demandait, j'avais noté, il appelait dans son discours à la participation pleine et active des femmes au processus de développement et dans tous les secteurs. Et donc, du coup, il a souligné la nécessité de remédier aux lacunes et aux aspects négatifs afin de réexaminer les dispositions de la loi lorsque les écarts par rapport aux visées initiales ont été constatés. Donc nous, on s'est dit, on va prendre la perche qu'on nous a tendue pour justement faire un travail là-dessus. Et on organise une conférence débat mardi prochain sur la thématique. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger, de comprendre ce qui se fait finalement ici en Belgique, vu qu'on a quand même une population importante de femmes issues de l'immigration marocaine. Donc on est passé, l'année passée, je pense en août 2022, avant c'était les Italiens qui étaient la communauté la plus nombreuse en Belgique, mais apparemment depuis le mois d'août, c'est la communauté marocaine qui est passée au top 1, la communauté la plus importante en Belgique. Donc, je pense que c'est assez important de pouvoir justement promouvoir, défendre et protéger les droits des femmes, d'autant plus qu'on vit dans un pays démocratique. Et quand on sait qu'il y a d'autres nations démocratiques qui ne respectent pas les droits des femmes, c'est comme assez interpellant. Donc nous, à notre niveau, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, en espérant pouvoir mener une réflexion qui va permettre de tirer des pistes concrètes qu'on va pouvoir soumettre sous forme de recommandations à notre Majesté Mohamed VI. Et on verra ce que ça va donner, en espérant qu'on va pouvoir améliorer certains points dans la loi, dans la Moudawana. Ce serait vraiment top. Ce serait un honneur, en tout cas pour nous, de pouvoir dire qu'on a pu y contribuer à notre échelle.
Donc voilà, toujours dans le but de plus de justice, d'égalité, et puis offrir une ouverture à ces jeunes pour pouvoir justement solutionner un petit peu leur vécu de tous les jours. C'est vraiment bien ça. Absolument. Nous, on veut vraiment, en fait, on travaille avec les jeunes, ils sont au centre de notre préoccupation. Ce qu'on veut, c'est le bien-être de ces jeunes. On veut la réussite de ces jeunes. Et on met tous les moyens pour y arriver. Et donc, du coup, on prend du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'ASBL Déclic, on est une équipe de bénévoles. Malheureusement, on a essayé de pouvoir décrocher des postes Maribel ou des postes financés pour avoir une personne à plein temps, parce que la demande, elle est là. Le travail, il est réalisé, mais uniquement avec le bénévolat. Et c'est vrai que tout le monde sait que le bénévolat, à un moment, ça use, parce que voilà, les gens, voilà, c'est la crise pour tout le monde. À un moment donné, il faut pouvoir payer ses factures. Il faut, et parfois, on se retrouve avec des anciens bénévoles qui accumulent deux jobs pour pouvoir assurer les fins de mois. Donc voilà, et c'est pour ça que malheureusement, on travaille avec des conditions très précaires, mais il y a cette volonté, cette motivation qui nous anime et qui fait que voilà, on est là aujourd'hui 18 ans plus tard et on continue à se battre pour que la justice soit faite, pour que nos jeunes puissent réussir au niveau de la scolarité, au niveau de leur vie sociale, qu'ils puissent trouver un logement, qu'ils puissent trouver un emploi, qu'ils puissent vraiment ne plus être discriminés. Alors, c'est pas chose faite, c'est pas gagné, clairement. Restons réalistes. On va pas dire que nous y sommes arrivés. C'est un défi. Vous avez quand même quelques cas de réussite. Absolument, on en est très fiers, effectivement. Oui. Mais il y a encore tout un travail à réaliser. On est loin d'avoir réussi à... Il y a vraiment beaucoup à faire et c'est pour ça que je dis aux jeunes, vous venez du terrain, devenez le nouveau ministre de l'Intérieur, devenez le nouveau ministre de la Justice et comme ça, vous pouvez changer les choses concrètement parce que vous aurez vécu cette réalité. Aujourd'hui, on a des représentants politiques qui viennent de différentes classes sociales et qui parfois ne connaissent pas du tout notre réalité et qui viennent avec des projets radicaux qui ne permettent pas... Ou qui ne sont pas adéquats, tout qui ne simplement. sont pas du tout adaptés à la réalité quotidienne des habitants, je dirais vraiment large, des habitants des milieux populaires. Donc ça, c'est malheureusement... Moi, j'ai toujours vécu en milieu populaire. Donc je suis Saint-Gilloise, je suis née à Watermont et Wafort, mais on habitait déjà à Saint-Gilles quand je suis née. Et donc j'ai toujours vécu à Saint-Gilles. Donc j'ai toujours été dans un milieu populaire. J'ai eu la chance de ne jamais être stigmatisée, peut-être parce que je suis une fille. Je n'ai jamais été confrontée au racisme. Mais le 11 septembre 2002, mon fils a été confronté au racisme. Mon fils, qui est issu de la 4e génération, dans la cour de récréation, une de ses copines, donc c'est une école néerlandophone dans la périphérie bruxelloise, une de ses amies lui a dit « Tu rentres quand chez toi? Tu attends quoi pour rentrer chez toi ?» Et lui, naïvement, répond bah, « J'attends que ma mère vienne me chercher, bien évidemment. » Et elle lui dit « Non, non. Quel âge Ils avaient une dizaine d'années. Ah, des gosses. Des gosses. Mais la petite, elle a répété ce que ses parents ont dit à la maison. Bien sûr, c'est ce que... Voilà. Donc du coup, j'ai été interpellée la direction, qui bien évidemment a pris les mesures et a convoqué les parents en disant que dans leur établissement, le racisme n'avait pas sa place. Et qu'il y avait une diversité au niveau des élèves et qu'ils avaient vocation à maintenir cette diversité culturelle au sein de leur établissement. Et là, franchement, j'ai dit chapeau. La direction a super bien réagi. Et donc, je n'ai pas changé d'école à mes enfants. Ils sont restés là. D'autres injustices remarquées sur lesquelles vous avez envie de... Alors malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup des injustices, des bavures policières, notamment par rapport à certains jeunes qui ont été victimes de ces bavures policières ces 20 dernières années, je dirais. Moi, je mène un combat par rapport au décès de Sabrina et Wassim, qui sont décédés dans de tragiques circonstances. Le 9 mai. Sabrina est votre nièce par alliance. Sabrina est ma nièce par alliance, effectivement. Et c'est une jeune qui a beaucoup fréquenté l'ASBL Déclic. C'était une jeune fille qui avait la main sur le cœur.
ou le cœur sur la main. Finalement, je ne sais pas très bien quelle est la bonne expression. Et en fait, c'est une jeune fille qui était sans problème. C'est une jeune fille qui a beaucoup aidé les autres, qui était très généreuse, très gentille, vraiment, qui n'a jamais eu de problème avec la justice. Et donc, son fiancé, Wassim, était un jeune homme forestois, sans aucun casier judiciaire, sans aucun antécédent judiciaire, qui n'a jamais eu de problème avec la justice. C'était le genre de garçon qui ne dormait pas s'il avait un recommandé. Il devait savoir qu'est-ce que c'était ce recommandé. Donc vraiment, pour vous dire, c'était un enfant, un jeune sans problème. Eh bien, le 9 mai 2017, en début de soirée, et à la fin de la journée, donc Sabrina travaillait dans un salon de coiffure comme stagiaire. Elle terminait son année. Elle devait être diplômée en juin, le 30 juin. Et Wassim avait fini sa journée de travail. Et donc, ils ont décidé d'aller faire un tour en moto pour décompresser. Il faisait beau. C'était une soirée d'été. Il faisait super magnifique. Et Sabrina n'a pas pensé à mettre des bottes. Donc, elle était en sandales. Sandales avec des perles, petites sandales coquettes. Et mais par contre, elle avait mis une veste et un masque et un casque. Un casque. Donc, et elle avait un pantalon en jeans. Et Wassim avait l'équipement complet. Et apparemment, il n'aurait pas mis son clignotant pour tourner, pour rentrer dans le tunnel. Ça s'est passé entre le tunnel Bailly et l'avenue Louise du côté du palais de justice. Et là, donc, ça, c'est les dires de la police. Hein. Parce que nous, on n'a pas, à part quelques témoins qui ont vu la scène au moment même, mais avant, on ne sait pas ce qui s'était passé. Et comme par hasard, il n'y a aucune caméra de surveillance qui fonctionnait. Donc on n'a pas d'image. Et donc la police disait, voilà pourquoi ils ont décidé de les prendre en chasse. Donc ils ont appelé du renfort. Donc c'est assez hallucinant. Alors qu'ils auraient pu simplement taper la plaque de la moto, identifier le propriétaire de la moto et aller chez lui à la maison, l'intercepter. Ou simplement envoyer une amende routière. Mais ça n'a pas été fait. Donc la police a décidé de faire du zèle. Alors, à un moment, la police dit qu'ils ont fait du pare-choquage parce qu'ils devaient le pousser à aller vite et à sortir du tunnel. Et puis on nous dit, mais on a demandé à une brigade de lui couper le chemin. Mais comment voulez-vous couper le chemin à une moto qui roule à plus de 120 km/h dans un tunnel ou quand on rentre dans le tunnel, il est en pente, donc on ne voit pas la sortie du tunnel. Donc les jeunes ne pouvaient pas voir qu'il y avait une voiture en pente, donc ils n'ont pas pu dévier la voiture. Et donc ils sont morts sur le coup. Sabrina est morte dans l'ambulance à son arrivée à l'hôpital, et Wassim est mort sur le coup. Mais voilà, là on est face à un excès de zèle qui a mené à la mort de 2 jeunes gens. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que les policiers responsables, il y en a 3, n'ont même pas été démis de leurs fonctions le temps de l'enquête. Ils continuent à travailler comme si de rien n'était. On parle de 2 jeunes qui ont perdu la vie à cause du comportement de la police. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement choquant. Et ça, on essaie justement de sensibiliser par rapport à ça parce que, sincèrement, j'ai du respect pour toutes les vies humaines. Dernièrement, un agent de police a perdu la vie et je compatis, j'ai de la peine, du chagrin pour sa famille. Et la vie humaine, c'est important. Le respect des agents des forces de l'ordre, c'est important. La police est là pour nous protéger. Et on ne doit pas inciter les jeunes à la rébellion contre la police. Et le combat que je mène aujourd'hui avec le collectif Vérité et Justice pour Sabrina et Wassim, ce n'est pas pour inciter à la rébellion ou à se faire justice soi-même. Non. C'est simplement... Pour que ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Sensibiliser à ce qui s'est passé, interpeller et dire « ce n'est pas normal ». Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans le cadre de la fonction de la police n'est pas de mettre en danger les usagers de la route. On sait qu'on ne peut pas prendre en poursuite une moto. C'est juste très dangereux. Et donc là, ce qu'on veut, c'est sensibiliser
et qu'il y ait une justice et une vérité judiciaire qui soit rendue, afin que les parents puissent enfin faire leur deuil. Ça, ce qui est aussi extrêmement choquant, c'est qu'il nous a fallu 5 ans, plus de 5 ans, pour enfin qu'un juge de la Cour d'appel de Bruxelles dise effectivement, on a suffisamment d'éléments dans le dossier pour poursuivre ces 3 policiers pour homicide involontaire. Et donc ça, il nous a fallu 5 ans. C'est quand même assez grave. Oui. Ça ne permettra peut-être pas de faire le deuil de 2 belles vies non, clairement. qui avaient... 2 jeunes gens ont perdu la vie. Et donc voilà, et ce sont des choses qui arrivent trop souvent malheureusement. Et c'est ça le combat qu'on essaie de mener avec le collectif Vérité et Justice pour Sabrina et Wassim. Mais au-delà, ce qu'on veut au sein de la SBL Déclic, c'est justement travailler avec ces jeunes pour que les jeunes ne se retrouvent plus dans ce genre de situation. Pour qu'ils collaborent directement en sachant que finalement, voilà, il y a un travail qui doit être fait autant au niveau de la police, et je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas par rapport à la zone police Midi, puisqu'il y a un travail qui a été lancé pour justement une... Il y a un espace de discussion qui est mis en place entre les jeunes et la police pour essayer de dissiper justement tous ces malentendus, lever tous ces préjugés qu'il y aurait de la police envers les jeunes et les jeunes envers la police. Il y a aussi la cellule UNEUS, la police de proximité qui avait été créée à l'époque pour justement essayer de créer des liens dans le quartier du Bas de Saint-Gilles, et ça a fait énormément de dégâts. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une prise de conscience au niveau politique, au niveau du chef de l'état-major de la zone Midi, et ça c'est déjà très positif. Maintenant, il y a aussi un travail qui est fait au niveau de Paul Bru. Aussi, là, il travaille par rapport au travail du policier, travail de proximité dans les quartiers. Et ça, je pense que tout ça, ce sont des actions très positives qu'il faut vraiment maintenir et poursuivre. Et c'est peut-être un de vos projets, parlons-en maintenant, les projets de Déclic, vos projets. Oui, c'est un des projets, on a intégré. On a intégré justement le projet rencontre avec les jeunes et la police. Et donc, ça c'est en cours. Donc, on l'a intégré bien évidemment et très naturellement. Et on était vraiment demandeurs. Et c'est un projet qui est copiloté par le service jeunesse de la commune de Saint-Gilles, et bien évidemment avec l'implication et la collaboration totale de la zone Midi, Anderlecht et Forêt. Donc ça c'est super, c'est vraiment un chouette projet et on en est très content et on est convaincu qu'on va pouvoir en tirer des pistes concrètes et aller vers un avenir meilleur entre les relations entre les jeunes et la police. En tout cas, c'est notre souhait. En tout cas, c'est le problème qui se ressent pour le moment. Alors, l'émission touche à sa fin, Madame Samira Benallal. Parlons un petit peu d'une actualité sportive, le mondial. Quelques mots là-dessus? Alors le mondial, bien évidemment, moi je suis très fair-play quand il s'agit de sport. Et donc j'avais déjà dit, finalement, belgo-marocaine, je ne peux que soutenir les 2 équipes. Et donc finalement, si le Maroc gagne, je serais hyper contente. Si la Belgique gagne, je serais hyper contente. Finalement, le Maroc a gagné et donc la joie, je pense que tout le monde, c'était légitime. On aurait pu descendre en rue et faire la fête. Malheureusement, on a des petits casseurs qui n'ont pas compris ce que c'était faire la fête et qui se sont retrouvés à démolir, à vandaliser, à agresser des personnes au centre de Bruxelles. Et ça, c'est une attitude que je condamne, que je condamne fermement. Je n'adhère pas du tout à ce genre de pratique et ce n'est pas du tout le message qui est véhiculé chez nous au sein de notre ASBL. On peut faire la fête, on peut même utiliser l'espace public, prendre un baf et mettre la musique très forte et commencer à danser, s'amuser avec le drapeau marocain, c'est légitime. Il n'y a vraiment pas de problème. Et je ne pense pas que les forces de l'ordre diraient quoi que ce soit, parce que voilà, on est en plein mondial et donc du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui gagne, ils sont là avec leur drapeau du pays d'origine, vu qu'à
À Bruxelles, on a cette chance d'avoir plus de 200 nationalités, donc une diversité culturelle très enrichissante. Et donc, on a différents drapeaux qui font la fête, donc ça, c'est super, super bien. Et donc, malheureusement, ces petits casseurs, je pense qu'ils ne sont pas représentatifs de la communauté marocaine en Belgique. Vraiment pas. Mais la lumière a été mise spécialement sur ces petits. C'est ça qui est dommage. Groupes, oui. C'est ce qui est dommage parce que ça a mis de l'ombre au niveau des Belges d'origine marocaine ou des Marocains vivant en Belgique qui ont fait la fête dignement, en s'amusant, vraiment en dansant, chantant, vraiment en laissant respirer leur joie. Et c'est ça qu'il fallait montrer. C'est ça qu'il fallait, et au contraire, ne pas donner d'importance à ces petits casseurs qui n'ont fait que renforcer le racisme, renforcer cette image qui n'est pas fondée de la communauté marocaine. Et puis ils vont être pris pour cible pour donner l'exemple au niveau... Et là, encore une fois, ils vont tomber dans le système, la procédure judiciaire, parce qu'évidemment, il y a des caméras de surveillance partout maintenant. Et donc, clairement, moi, j'ai regardé le journal, on reconnaissait tout le monde. On reconnaissait tout le monde. Donc la police n'aura aucun mal à les identifier et à les arrêter. J'ai de la peine pour les parents, pour les enfants mineurs, parce que les parents restent responsables des enfants mineurs qui ont causé des dommages sur l'espace public. Donc oui, c'est déconcertant et c'est vraiment c'est honteux. Comment vous expliquez ce phénomène, justement? Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est à cause des parents, l'éducation, parce qu'on on se pose ce genre de questions, même sur les réseaux, ça a juste mis le feu aux propos racistes, encore plus. Oui, si vous vous sentez, si vous êtes tellement clairement. Et moi, j'irais plus loin, vous n'êtes pas tellement belge. J'ai vu des Marocains qui se sont excusés sur les réseaux sociaux. Moi, je ne m'excuse pas. Moi, je condamne fermement, mais je ne m'excuse pas, parce qu'ils ne sont pas représentatifs de ma communauté. C'est vraiment un échantillon isolé. La presse leur a donné de l'importance parce que voilà, mais on n'est pas représentatif. Et je ne pense pas que ce soit le fruit d'une éducation, d'une mauvaise éducation. Non, on est d'accord. Ouais, parce que les parents sont démunis. Parfois, les parents ne savent même pas que leurs enfants étaient là. Parfois, les parents pensent que leurs enfants... Il y a aussi une instrumentalisation qui, personnellement, me dépasse. Parce que voilà, c'est à d'autres niveaux. Et ce sont des jeunes qui sont vraiment utilisés à des fins pour déstabiliser justement le pouvoir local. Et donc, ça ne sert pas du tout notre communauté. Mais je ne pense pas qu'il faille lancer la pierre aux parents. Et c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment une pensée particulière à ces parents dont les enfants sont mineurs parce qu'on va leur tomber dessus, malheureusement. Espérons que, en tout cas, dans les prochains matchs, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes comment réagir pour justement qu'il n'y ait plus ces débordements de violence après un match? J'ai envie simplement de dire à ces jeunes, ne vous laissez pas manipuler. Réagissez en votre âme et conscience. Quand on est heureux, quand on veut fêter un événement, on le fait dans la joie. On ne va pas aller casser, on ne va pas les vandaliser, on ne va pas aller agresser. Soyons réalistes. Je disais tout à l'heure, nos jeunes sont très intelligents. Ils ne sont pas bêtes, ils sont intelligents. Ils ont un très bon fond. Et ça, je parle de la majorité des jeunes. Parce que j'en ai rencontré des jeunes ces 20 dernières années. Et franchement, je n'ai pas trouvé de jeunes fondamentalement mauvais. Il le devient parce qu'il est en colère et c'est là... Il y a le phénomène de groupe aussi. Il y a le phénomène de groupe, il y a l'instrumentalisation et le fait d'utiliser ces jeunes à des fins plus personnelles. Et donc, du coup, c'est là que je dis aux jeunes, réveillez-vous, ne vous laissez pas manipuler. Il faut vraiment être responsable de ces actes et ne pas se laisser identifier à n'importe quelle action. Donc, moi, je n'accepterai pas que mon image soit mise à côté de ce genre d'événements, par exemple. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourtant, je suis la première à défendre les jeunes, à dénoncer ce qui ne va pas, à revendiquer les droits des jeunes. Pour moi, les droits de l'homme sont fondamentaux. Ils doivent être respectés, mais pas à n'importe quel prix. Il faut vraiment réfléchir et faire les choses de manière constructive. C'est super important pour être entendu
et pour aller de l'avant, et pour avancer, et pour changer les choses. Ça serait le mot de la fin, si ce n'est que j'aimerais bien quand même que vous terminiez sur une note un peu plus générale pour tous les jeunes, pour toutes les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Gardons l'espoir. Gardons l'espoir d'un monde meilleur. On y arrivera, mais il faut vraiment qu'on s'y mette tous et qu'on balaie nos préjugés. Fini les stéréotypes. Il faut vraiment apprendre à connaître les gens pour ce qu'ils sont et pas pour leur origine ethnique. C'est super important. Quand on a une personne en face de soi et que ça ne va pas, il faut savoir écouter, pas entendre, écouter. Une écoute active pour essayer de comprendre, recontextualiser et trouver les solutions, les pistes pour aider à aller de l'avant. Merci beaucoup, Madame Samira Benallal. Merci à vous. Madame Samira Benallal était notre invitée, l'invitée de Femmes au pluriel. Je vous retrouve pour une autre émission Femmes au pluriel. D'ici là, soyez heureuses et heureux.